C'est lancé? On est en direct? Ah ok, super. Eh ben, bonjour à tous, merci d'être ici. Je vais parler au nom de Lanstia en tant que vice-président communication. Sandra Lalanne, la présidente, s'excuse de ne pas être là et vous passe à tous le bonjour. Et voilà. Donc on est vraiment ravis d'être ici à l'Université d'Angers pour ces rencontres audiovisuelles pour la 10e année. Voilà, on espère que vous allez passer un bon moment. Merci d'être là, parce que c'est quand même votre association aussi. C'est vous qui la faites vivre. Donc, voilà. Il y a une petite boîte pour mettre vos idées de thématiques pour l'année prochaine. Voilà, donc vous pouvez y mettre vos petites idées. Et puis, voilà, je voulais remercier aussi toute l'équipe, l'Université d'Angers, la présidente Françoise Groslot, le DGS qui nous a permis de faire ça ici, le VP numérique Thierry Auger qui nous fait confiance. Un grand merci à Camille. Voilà, elle s'en va à la fin du mois, c'est un peu émouvant. Elle nous a fait confiance pour cet événement, donc c'est super. Toute l'équipe, hein, Guillaume, Lou, Manu, Stéphane et Thomas qui est pas là aujourd'hui, mais qui vont être à la technique pendant ces 2 jours pour le live. Et puis voilà, bon 2 jours, bon 10 ans, et à tout à l'heure. Merci Benoît. Effectivement, je crois que tu as tout dit. Donc, je me présente, donc Thierry Auger, vice-président numérique de l'Université d'Angers. Au nom de Françoise Groslot, présidente de l'université, je vous souhaite la bienvenue. Alors, j'ai vu, je regardais un petit peu les thématiques de ces 2 jours. Je crois que ça va être très riche, c'est bien. Il faut que les échanges soient riches, soient importants. Prenez le temps des pauses. Prenez le temps aussi de visiter notre ville. J'espère que tu as donné quelques adresses. Vous avez commencé hier. Je parlais de culture plutôt dans le... Je pensais au château, quai de la Savate. Allez voir en haut du théâtre le quai, vous aurez une vue magnifique. Je pense que ça, c'est important. Et durant ces 2 jours, je dirais que je mettrai un focus sur 3 thématiques. Je pense qu'il faut que dans vos échanges, vous parliez de simplification. Alors, simplification, c'est tout simplement quand un enseignant arrive le matin, dans nos salles, dans nos amphis, que ce ne soit pas le stress pour lui, c'est-à-dire qu'il puisse démarrer tranquillement, je dirais de la même manière, et parler d'homogénéisation, j'ai même du mal à le dire, d'homogénéisation des salles, ça c'est important. Le deuxième, c'est le DDRS, mais je pense que vous le faites déjà, tout ce qui est développement durable et responsabilité sociétale, c'est-à-dire s'assurer, parce qu'il n'y a pas de petite ou de grande action, c'est s'assurer que les achats se font correctement, que la durée des matériels augmente. Voilà, c'est d'avoir ça à l'esprit tout le temps dans votre activité. Et je pense que tout à chacun, on peut faire évoluer ces éléments de DDRS. Et le troisième, c'est plus une question, mais j'ai vu que vous alliez en parler demain, c'est ça, entre 15 et 16, c'est l'intelligence artificielle. Alors on en parle à toutes les sauces, mais je pense que pour vous, surtout dans la production, avantage, inconvénient, quel est l'avenir de votre métier? Je pense que c'est un sujet. C'est un sujet pour vous, c'est un sujet pour le numérique au sens informatique, mais vous êtes dans le numérique également, et je pense que c'est un sujet qui va évoluer. Et je pense que ce sera un grand sujet pour vos autres journées. Je vais laisser la place à Camille. Effectivement, elle va nous quitter dans quelques jours. Bon, je ne vais pas mettre plus d'émotion qu'il n'est. Elle sera remplacée, bien sûr, par une autre directrice qui arrivera tout début septembre. Voilà. Bonne journée à vous, bon travail. Et puis, merci de votre visite. Bonjour à tous. Du coup, il me revient de conclure l'introduction, donc sans redite, ça va être un petit peu difficile. Je suis Camille Martin, du coup, je suis la directrice de l'audiovisuel de l'Université d'Angers depuis un peu plus d'1 an maintenant, et du coup, je m'arrête dans quelques jours avant d'être remplacée. On est très heureux d'accueillir ces rencontres pour leur 10e année, ces rencontres audiovisuelles, pour ce temps d'échange entre les professionnels de l'audiovisuel, de l'enseignement supérieur et de la recherche que vous êtes, dans des métiers qui sont à flux tendu toute l'année sur du support, du service,
service au soutien de l'enseignement et de la recherche, c'est bien de pouvoir prendre un temps justement pour réfléchir à ces pratiques, enrichir au contact des autres. Donc je crois que c'est vraiment la thématique de ces 2 jours, c'est de pouvoir profiter de ces échanges entre vous à travers les thématiques qui seront creusées bien sûr tout au long du programme et qui sont variées, voilà, mais aussi sur les temps riches de pauses, de déjeuner, de dîner, de soirées pour pouvoir échanger sur vos pratiques. C'est tout l'intérêt de ce type de réseau. Voilà, vraiment, je vous remercie d'être venu. On est encore une fois très ravis au nom de l'université, de la direction et puis de l'équipe que vous aurez l'occasion de la rencontrer pour ceux que vous ne connaissez pas déjà pendant ces 2 jours. Donc je vous souhaite de bien en profiter, que ça soit intéressant pour vous et puis au plaisir du coup d'échanger avec les uns et les autres là sur ces 2 jours. Je vous remercie. Et quand même, on ne va pas commencer avant un petit mot de Jean-Philippe. Voilà. Il fallait qu'il y en ait un, ça a été lui. Voilà, parce que c'est les 10 ans de l'Anstia. Nombreux des participants aujourd'hui ont été là à la création et même avant. Voilà, je te laisse la parole. C'est la séquence émotion. Bonjour à tous. Non, je vais rester debout. Donc, on m'a appelé pour me demander de faire un récapitulatif de ces 10 années. Ok, je vais parler plus près. De ces 10 années, je ne me sentais pas spécialement légitime, mais bon, vu l'insistance, j'ai accepté. Je ne vais pas prendre trop de temps. L'Anstia, petit rappel, ça vient d'une volonté d'ex-OSCAV. L'OSCAV, c'était l'association audiovisualiste. Voilà, donc l'Anstia vient de l'audiovisuel. Même si aujourd'hui il y a beaucoup d'ingénierie pédagogique dans l'Anstia, c'est quand même le socle est audiovisuel. Je me souviens de 2008 à la Sorbonne avec quelques-uns qui sont encore là. Ceux qui ne sont pas encore partis à la retraite, tiens, il y en a un qui est là-haut, Jean-Marc, et quelques autres pour se dire, tiens, si on faisait une association en incluant l'ingénierie pédagogique, et ben voilà, 10 ans... plus puisque c'était 2008 et alors 10 ans j'ai essayé de comprendre pourquoi 10 ans donc 2014-2024 sauf qu'il y a des trous donc moi je suis parti beaucoup plus haut 2011 j'ai mis 10 Ventôme alors je suis parti sur la base de montrer qui avait fait ces journées. En 2011, à Lille, on a fait les rencontres de la balado-diffusion sous l'égide d'Anstia. Et c'est à partir de là, on se posait beaucoup de questions à l'époque sur comment automatiser les cours, les vidéos. Il y avait des constructeurs, InWeCast, Podcast Producer, Mediasite. Donc on avait fait un petit point et à la fin de ces rencontres, on s'était dit c'est quand même un peu dommage de faire un one-shot. Donc il faudrait qu'on fasse un truc un peu plus récurrent. Donc on a organisé en 2012 à Bordeaux, avec notre ami Yves Descubes, on a organisé les premières rencontres audiovisuelles et le premier salon. Alors il ne s'appelait pas rencontre les journées thématiques audiovisuelles, mais c'était quand même la première fois qu'on se rencontrait tous autour d'échanges de pratiques avec des constructeurs qui nous ont fait confiance à l'époque pour les premières. Alors j'ai mis sur les côtés première édition du festival du film universitaire pédagogique. Le ministère commençait à se poser la question de valoriser les productions à l'époque. Et donc, on avait organisé l'Anstia plus le ministère les rencontres au colloque international des universités à l'ère du numérique, CIUN, de Lyon. Alors pourquoi je mets ça? Parce que l'année d'après, on n'a pas fait de rencontre. Par contre, on était présent à la 2e édition du festival. Tiens, ça coupe un peu. Ok. Et donc, Anstia était très présent puisque la majeure partie des universités proposaient non seulement des films, mais également des ouvrages multimédia. Et c'était les prémices de la valorisation de nos productions et de nos métiers.
En 2014, je reviens là-dessus, ça a été donc le fameux 2014, puisque c'est là, j'ai mis entre guillemets, les journées thématiques audiovisuelles. Ce terme a été inventé en 2014 par notre ami Christian Alliot, et donc on a organisé ça à Rennes, autour des MOOC, puisque les MOOC apparaissaient. Et on se posait beaucoup de questions également sur nos métiers, sur l'avenir de nos métiers. On passait sur la généralisation du numérique. On passait en 2014, on était déjà passé au 16/9e, mais il y avait encore beaucoup de production en 4/3 à l'époque, beaucoup d'analogiques. Et on se posait des tonnes de questions sur le rich media et sur ce qu'allaient devenir nos vieux stocks d'analogiques. Donc on a beaucoup tourné et cogité là-dessus. 2015, et avec Georges Carré à la retraite maintenant, et puis Éric Castex qui est là. Les journées thématiques ont eu lieu à la Manufacture des Tabacs de Lyon, et on a beaucoup parlé d'archivage encore et de Web TV. C'était les prémices des directs. Ça s'ouvrait pour les universités de manière beaucoup plus fluide et facile. Il y avait le Cérimès qui était présent, et il y avait l'université de Lorraine aussi qui permettait de diffuser en direct pour toutes les universités. Donc Canal U, Canal C2 qui étaient présents pour nous expliquer qu'on avait maintenant des moyens de diffusion à la hauteur des productions qu'on était capable de réaliser. On passe en 2016, et donc là c'était à Nantes, chez Éric Quezin, qui n'est pas dans la salle, non. Et là, il a été question à nouveau de direct, de streaming, d'interactivité, et surtout, la question se posait de plus en plus de l'arrivée de la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc comment on pouvait gérer ce genre de choses, et comment nos métiers pouvaient évoluer pour être plus en adéquation avec les interactivités et les réseaux sociaux. 2017. Et bien là, on était chez Samir, à Paris-Dauphine, et on se posait déjà les questions de gérer un parc matériel. Donc je sais qu'après, il y a quelqu'un qui va vous en parler, de la gestion d'un parc matériel, et je sais qu'on va parler aussi de vidéo 360, d'après le programme. Donc on se posait déjà ces questions-là, et on s'était dit, ok, c'est bien de montrer des trucs, des grosses régies, des gros machins, mais c'était bien aussi de parler de low cost. Est-ce qu'on peut faire de l'audiovisuel avec peu de moyens? Donc ça avait beaucoup tourné aussi sur l'usage des smartphones à l'époque, et faire un point sur l'audiovisuel low cost. Est-ce qu'on peut, dans nos universités, avec peu de moyens, continuer à produire pour la pédagogie, pour la communication, les réseaux sociaux, avec des smartphones? 2018, à nouveau à Rennes, et toujours sous l'égide de Christian, sur les réseaux. Donc les réseaux, et pas seulement les réseaux interpersonnels. Là, en l'occurrence, on a vraiment parlé de réseaux informatiques. Et on a eu un point sur ce qu'était un réseau, l'avenir du réseau, les marquages de paquets, etc., etc. On a parlé de sécurité aussi, puisque les réseaux sans sécurité, ça ne marchait pas. La remote production et à nouveau le streaming, avec la possibilité de gérer du cuivre ou de la fibre. On a eu également la première édition du Festival du film, avec Philippe Crave, qui n'est pas là. Non. Donc le FFA pour les intimes, le premier festival du film Anstia, en 2018. 2019, journée de l'Anstia. Alors, c'était pas les journées thématiques audiovisuelles, c'est pour ça que je dis qu'il y a des trous dans les journées thématiques audiovisuelles, mais ça fait quand même bien 10 ans, vous allez voir, j'ai fait un récap à la fin. Où là, dans les journées de l'Anstia, il a été question dans les groupes de travail d'emploi, de typologie des services, d'évolution des demandes de production, etc. Et la deuxième édition du Festival du film, toujours avec Philippe Crave. En 2020, il n'y a pas eu trop de journées. Voilà. Par contre, en 2021, pour reprendre le flambeau, Christian et moi-même avons mis en place
un webinaire autour de l'incidence du Covid sur l'audiovisuel et nos pratiques. Donc on avait fait un point sur est-ce que c'était un avantage, est-ce que c'était un inconvénient, comment la vidéoconférence s'était généralisée, qu'est-ce que ça avait comme incidence sur nos métiers, voilà. Et aux journées de l'Anstia à Toulouse Jean Jaurès, il y a eu un groupe de travail, vous les voyez avec les masques, sur les métiers de l'audiovisuel, la typologie des productions. Donc c'est peut-être pas le bon groupe de travail, mais j'ai pas trouvé toutes les archives. J'ai cherché longtemps. En 2022, on a, pour ceux qui étaient présents, donc on a parlé de vidéos d'audiovisuel sur IP. C'est la première fois que l'Anstia se mettait avec l'AV User Club pour avoir un point de vue un peu plus large que notre point de vue universitaire. Donc on a parlé évidemment de vidéo et audio sur IP et ce que ça impliquait dans la conception de nos métiers et dans l'évolution de nos métiers. C'est vrai qu'il va y avoir une révolution là-dessus dans les années à venir. On prend le virage, on ne prend pas le virage, mais si on ne le prend pas, pas mal de questions vont être amenées à se poser dans l'avenir. Merci pour le niveau. 2023, les technologies innovantes au service des espaces. Donc ça, c'était l'année dernière, toujours à Rennes, toujours avec Christian, où on a parlé d'automatisation, de caméras intelligentes, d'audio immersif, de réalité augmentée, enfin tout ce qu'on peut se poser comme question encore aujourd'hui, et forcément produire en 2023, qu'est-ce que ça représente et quelles sont les évolutions de la production dans l'avenir. Donc je fais un récap. Pour moi, il y en a bien 10, mais ça commence en 2011. Ok. J'ai mis 2 photos de mes camarades de jeu, parce que c'est grâce à eux que j'ai récupéré des archives, des documents. Donc merci à Jean-Marc, merci à Eric, qui m'ont aidé à préparer cette petite présentation. Et puis il y a quelqu'un qui n'est pas là, mais que je ne voudrais pas oublier. Donc j'ai pris quelques photos de notre camarade Christian. Qui, moi je lui mettrais une note de 8 sur 10 quand même, hein, Christian. 10 c'est pas bien parce qu'il n'est pas là. Mais en même temps, 8 sur 10, ça veut dire qu'il a organisé 8 journées thématiques audiovisuelles sur les 10 ans. Donc ça fait quand même voilà, un petit big up pour Christian qui part à la retraite. Merci pour lui. Il est déjà en paysan. Donc voilà, il part à la retraite très très bientôt. Je reviens sur 2024 avec les journées, les retours d'expérience, nos métiers, et je laisse la place au suivant. Merci Jean. C'est bon. Merci Jean-Philippe. Avant de passer sur la table ronde sur la gestion de flotte, je vais reprendre Benoît qui a oublié quelques éléments, mais pour avoir vécu le côté organisation il y a 6 mois, on oublie pas mal de trucs. L'événement, il ne peut pas avoir lieu sans nos partenaires qui sont en bas, qui sont dans le mini-salon comme ça se faisait chez Christian. On a repris le principe. Donc je vais remercier Q6, Sennheiser, Panasonic, Zebra, Crestron, Shure, Lightwear, Riddle, Jabra, Kramer, Barco, 3D Storm, Extron, Epson, Sony et Televic. Donc merci à eux de nous faire confiance et d'être là. Je sais que ça plaît pas mal aussi, ça vous plaît pas mal de pouvoir échanger avec eux. Voilà, ce qui doit rester. Le programme, il est construit de façon que les tables rondes, les thématiques sont très différentes, ce qui fait que vous pouvez en fait un peu picorer et faire une table ronde, aller voir les partenaires sur l'autre table ronde si ça vous intéresse pas et tout ça. En fait, c'est ouvert les 2 jours, plus les moments privilégiés, donc à partir de 17h aujourd'hui, et sur le repas café demain où c'est 100% consacré aux partenaires. Pour ce soir, pour la soirée de gala, vous avez l'adresse sur vos badges à l'intérieur. C'est à 500 mètres, Benoît, c'est ça, hein, c'est juste à côté la soirée de gala, il me semble. Et voilà, et sur les éléments de la journée, je pense qu'on a fait le tour. Là, on a fait, ouais, c'est bon.
Ok, on va pouvoir pousser à la table ronde sur la gestion de parc. C'est pas. Alors, je suis très mal à l'aise avec l'oral, donc si j'hésite, n'en tenez pas, n'en tenez pas rigueur. Donc, avec l'avènement de l'AV sur IP et de l'automatisation un peu de nos outils, et également le fait de vouloir, avec les réductions budgétaires qu'on subit tous, de vouloir rationaliser, optimiser l'utilisation de nos outils, on a tous besoin de monitorer, de superviser, de contrôler ce qui se passe un peu sur nos installations. Et je reprendrai aussi ce qu'a dit c'est monsieur Auger, je ne dis pas de bêtises, sur la simplification. On a aussi besoin de simplifier l'analyse, de simplifier notre intervention. Donc pour ça, il existe plusieurs outils sur le marché. C'est là qu'est partie un peu l'idée de cette table ronde. Donc on ne va pas faire une revue de tout ce qui existe. Et on s'est plutôt focalisé sur deux outils en se renseignant un peu sur ce qui sont pas mal utilisés dans nos universités, qui sont GLPI et GVE, qui sont deux façons différentes de penser la chose. Et pour cette table ronde, donc, on reçoit Arnaud Mansat de l'Université Toulouse 2. Et à distance, on a Aymeric Laine et Nathalie Delorme de l'Université de Pau et Pays de la Dour, qui vont nous présenter un peu leurs solutions. Et à la fin de leur présentation, vous pourrez poser des questions. Je vous laisserai vous présenter Arnaud et Aymeric et Nathalie. Nathalie et Aymeric doivent être à distance. Normalement, ils sont connectés. J'ai eu un message. Et puis Arnaud, tu peux venir t'installer. Vous allez pouvoir vous représenter. Puis après, on va pouvoir commencer. On commencera avec Arnaud. Et puis et Anaïs. J'ai oublié Anaïs, excuse-moi. Est-ce que Nathalie et Aymeric, vous nous entendez ? Et nous, est-ce qu'on les entend ? Vous nous entendez, bonjour. Vous nous entendez ? Ouais, c'est bon. Super. Ça vous va comme ça si on commence par Toulouse et on termine par vous ? Ok. On a d'autres micros. Je laisse vous présenter déjà. Je vais aller chercher l'autre micro. Bonjour à toutes et tous, merci de nous accueillir pour ce retour d'expérience sur les outils de gestion de parc. Donc nous travaillons à l'université de Toulouse Jean Jaurès et donc je suis Arnaud Mansat. Et moi je suis donc une des collègues d'Arnaud et je suis Anaïs. Et Arnaud commence sa présentation. Bon, donc comme ça a été dit, effectivement, nous, ça fait plusieurs années qu'on réfléchit, comme beaucoup d'entre vous aussi, à des outils de gestion de flotte. Par l'Anstia, on a eu quelques occasions de se réunir sous forme de webinaires ou de discussions entre nous pour partager un petit peu nos réflexions, nos avancées. Et effectivement, il y a mille et une manières de gérer un parc audiovisuel. Nous, on va présenter celle qui nous a paru la plus pertinente d'un point de vue RH, technique et par rapport à nos besoins qui ne sont pas spécifiques à l'Université de Toulouse, mais avec quelques besoins qu'on a fait émerger un peu plus que d'autres. Donc on va commencer par vous présenter rapidement l'infrastructure audiovisuelle de Toulouse pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble. Vous allez sans doute voir de grandes similitudes avec les vôtres. On passera ensuite à l'analyse des besoins, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous on s'est engagé dans cette démarche, qu'est-ce que ça a nécessité, et puis on vous présentera plus amplement donc GLPI, l'outil d'inventaire et de gestion de parc, ses fonctionnalités, sa mise en place, et puis on discutera après un peu plus sur son évolution au quotidien, ce qu'on en fait au quotidien, comment ça évolue, les points de blocage et les perspectives d'évolution.
Alors juste pour refaire un petit topo sur notre université, vite fait quelques chiffres, on a une 30 000 étudiants à peu près, donc un petit millier de personnel BIATS, à peu près 1300 enseignants-chercheurs, et sur une superficie pour le campus du Mirail de 130 000 m², avec 420 salles équipées. Donc ces 420 salles, son exploitation est assurée par notre service, qui est le service infrastructure et services audiovisuels, et qui évolue au sein d'un service commun qui est la maison de l'image et du numérique. On travaille avec nos pôles collègues, donc qui est le pôle production, qui assure la production de ressources audiovisuelles et leur valorisation, avec l'ADN qui, gère l'exploitation surtout des outils numériques et développement web, et donc le nôtre, dont une de nos missions, c'est le déploiement et la gestion de l'infrastructure des matériels destinés aux enseignements. Pour faire un petit historique, en 2016, l'université a été en grande partie modernisée, reconstruite. Et à cette occasion-là, notre responsable, Marie Baudin, a déployé l'ensemble des équipements au sein de l'université. Et tout de suite, on a vu la nécessité de faire une gestion assez précise de où était le matériel et d'avoir un inventaire et une exploitation précise. Au départ, on avait donc l'inventaire a été fait surtout sur des tableurs Excel. À cela, c'est associé à un tableur Excel qui a répertorié tout ce qui est adresse IP et prise réseau. En plus, il y avait un tableur qui répertoriait tout ce qui était gestion comptable. En plus de ça, on a assuré la gestion et le suivi des pannes avec un logiciel qui s'appelle donc Mantis BT. Et on avait le petit planning pour la planification et l'intervention de nos interventions dans les salles. Donc c'est vite poser la question d'essayer de trouver un outil qui nous permettait de réunir tout ça et de faciliter sa gestion au quotidien. Donc, je te repasse la parole. Donc, moi je suis arrivé après tout ça. Mais Anaïs, Marie avait établi quand même aussi un inventaire précis avec un étiquetage, avec des identifiants uniques sur chacun des matériels, ses localisations dans les salles ou dans le stock ou en panne ou en SAV. Et en fait, on s'est posé la question à plusieurs reprises de comment réussir à simplifier tous ces outils, arrêter de passer de fichiers Excel à Mantis BT, à un planning qui n'était pas commun pour assurer la maintenance ou des planifications d'installation ou autres. Donc notre idée, effectivement, c'était de réfléchir à quels étaient les outils qui pouvaient simplifier nos méthodes, donc à savoir qui nous permettaient d'être en mesure d'avoir un état des stocks à un instant T. Donc, puisqu'on a quand même cette obligation légale de devoir fournir un inventaire précis à un instant T, de où se trouve le matériel qui a été acheté et qui appartient au domaine. On avait aussi des besoins importants de partage d'informations, que ce soit au sein du service, c'est-à-dire qu'on puisse facilement suivre ce que font les collègues, suivre l'état des salles, suivre la maintenance, les changements. Mais aussi en externe, notamment avec le matériel de plus en plus en réseau. On travaille avec la DSI, mais on n'est pas intégré à la DSI, donc forcément il y a un langage commun à trouver et des outils à partager. C'est-à-dire qu'on réfléchissait à la manière de pouvoir leur donner aussi un accès à notre infrastructure dont ils ont la gestion des adresses IP et de l'adressage sur un réseau dédié au sein de l'université. Il y avait aussi un besoin fort en termes de gestion comptable, c'est-à-dire de pouvoir suivre en direct les dépenses sur les budgets qui nous sont alloués. Évidemment, on avait aussi ce besoin de pilotage de nos matériels, les allumer, les éteindre à distance, pouvoir les diagnostiquer. Des diagnostics relativement simples, mais déjà savoir est-ce qu'on peut les pinguer, est-ce qu'ils ont été déconnectés, est-ce que la prise est en carafe, est-ce que l'automate ne fonctionne plus, pour quelles raisons. On avait
aussi, donc, comme ça a été évoqué, de pouvoir trouver un planning et un agenda commun dans lequel on pouvait programmer différentes choses et auxquels on avait tous et toutes accès. On a souhaité aussi, on avait de nombreuses documentations qui étaient assez éparses finalement. Voilà, chacun rédigeait une documentation ou non, c'était stocké sur des serveurs, donc c'était pas forcément tout le temps facile de retrouver de la doc sur des paramétrages voilà, d'ampli ou autres. Donc on voulait aussi trouver un outil qui nous permettait d'implémenter régulièrement une base de connaissances avec de la documentation et pouvoir retrouver rapidement de la documentation quand on en a besoin, puisque des fois on intervient un peu rapidement et on n'a pas le temps de se replonger dans les notices ou de refaire l'historique dans sa tête, donc d'avoir accès à la documentation en direct, ça nous paraissait assez important. Et enfin, trouver peut-être un outil qui nous permettait d'avoir des statistiques, en tout cas quelques indicateurs, des indicateurs sur notre charge, sur est-ce qu'on a des salles qui tombent régulièrement en panne, est-ce que c'est un problème matériel, est-ce que c'est un problème d'IP, est-ce que c'est un problème d'usage. Donc on a aussi en tête derrière de trouver un outil qui nous permettrait d'avoir une vision un peu plus statistique aussi de notre activité. Donc comme ça a été dit par Anaïs, donc le service il est constitué de 5 techniciens et technicien et technicienne et un assistant ingénieur, donc responsable du pôle. Et en fait, comme dans beaucoup d'endroits, j'imagine, on a tous et toutes des compétences assez variées, avec un socle commun autour de l'audiovisuel, autour des matériels, mais avec chacun puisqu'on est quand même tous un peu arrivés tard à l'université, donc on a tous une expérience antérieure dans différents domaines, et en fait on a un peu tous apporté notre pierre à l'édifice dans cette réflexion. Donc certains avec plus des aspects informatiques, base de données, d'autres qui étaient là, donc notamment Anaïs et Marie Baudin qui étaient là depuis plusieurs années déjà, donc qui avaient une vision aussi de l'université, des salles, du matériel. Donc on a mis toutes nos compétences un peu en commun, en tout cas en interne, et puis on s'est rapproché de la DSI pour connaître les outils qu'eux utilisaient de supervision, et aussi parce qu'on avait quand même en tête qu'on allait forcément avoir besoin de la DSI à un moment ou à un autre pour tout ce qui était infrastructure de nos outils de gestion, puisqu'on souhaitait quand même partir sur des outils de gestion sur serveur. Donc on a démarré cette réflexion en 2021 et puis assez rapidement on s'est penché sur une solution open source et un outil libre qui est donc GLPI, qui a de nombreux avantages, en tout cas qui nous permettaient de répondre à nos besoins, et notamment aussi des besoins financiers, puisque étant open source, on n'avait à minima pas de licence à payer. Et il est, pour le côté libre, le côté open source, on s'est penché dessus parce qu'il y a une communauté qui est quand même particulièrement active depuis de nombreuses années, à travers des forums en français ou en anglais. Il permet d'avoir, depuis son temps d'existence, il y a de nombreux plugins gratuits qui ont été montés, des plugins payants, des gens qui font du développement bien spécifique, donc on a voulu aussi s'appuyer sur ce qui avait déjà été fait. Et puis il dispose d'une interface web qui nous paraissait globalement claire et surtout qui est personnalisable, qui permet de gérer un certain nombre de rôles, donc on peut attribuer des rôles, on peut vraiment modeler notre fonctionnement comme on le souhaite. Et donc on s'est engagé dans cette voie. Donc, dans un premier temps, on est parti sur une installation sur un serveur local pour pouvoir faire nos premiers tests, des premiers paramétrages. Parallèlement, donc comme Anaïs l'a dit, on avait des listes dans des fichiers Excel recensant notre matériel, leur localisation, des adresses IP, des numéros d'inventaire. Donc tout ça, il a fallu quand même le passer un petit peu dans des moulinettes pour essayer d'harmoniser nos champs, pour essayer de s'assurer qu'on n'ait pas de doublons, puisque GLPI s'appuie sur une base de données donc avec des contraintes bien spécifiques à la base de données. La base de données, ça permet de faire plein de choses, mais ça demande avant tout d'être très rigoureux sur la création des clés primaires, des clés étrangères, des relations entre tables, ce genre de choses. Et donc il fallait qu'on ait aussi des fichiers propres. Nous, on avait la chance
que Anaïs, Marie ait fait un travail préalable d'inventaire. Donc on s'est quand même beaucoup appuyé, avec quand même plus de 3400 références quand même dans le fichier, donc ce qui est quand même assez conséquent. Mais il a quand même, voilà, il nous a fallu un peu de temps quand même pour remouliner tout ça en fonction de nos besoins. Parallèlement, donc on faisait évoluer notre GLPI en local avec des configurations de plugins. On a fait un travail de recherche parce que GLPI ne répondait pas tout à fait à nos attentes, puisqu'à la base c'est quand même fait pour gérer du matériel informatique, notamment avec quelque chose qui s'appelle Fusion Inventory. Donc c'est un petit soft qu'on installe sur l'ordinateur et qui va faire remonter vers le serveur un certain nombre d'informations qu'on a paramétrées au préalable sur la machine, donc son adresse MAC, son état, sa version de logiciel ou autre. Bon, nous, sur nos vidéoprojecteurs, évidemment, on ne peut pas installer ce genre de choses. Donc, il a fallu qu'on adapte un petit peu le logiciel. On va revenir dessus après. Ensuite, on a fait des imports de nos fichiers d'inventaire. On a fait des tests à travers des requêtes SQL, s'assurer qu'on retombait bien sur nos pattes quand on demandait qu'est-ce qu'il y a dans quelle salle. Être sûr que tout ce qu'on avait bien inscrit dans la salle était bien référencé dans la base de données. Et puis on est passé par une étape, donc on a tamponné qu'on voulait vraiment partir là-dessus, et là on s'est rapproché de la DSI pour avoir un serveur sur lequel l'installer, un serveur sécurisé avec une version de GLPI qui était sécurisée pour un début d'exploitation fin 2023. Donc c'est assez récent finalement cette exploitation, et on va y revenir après parce que c'est quelque chose qui évolue un peu au quotidien. On va passer sur une phase, on va regarder un petit peu à quoi ressemble GLPI. Là on en a un peu une idée dans sa version stock, on va dire. Je voulais juste faire un petit point puisque c'est des questions dont on a beaucoup discuté ensemble au cours de quelques rencontres qu'on a fait avec les confrères et consoeurs de Lanstia. On s'est beaucoup posé la question des plugins, nous typiquement il nous fallait importer en masse des données qu'on avait dans des tableurs, qu'on a exportées dans des fichiers CSV ou autres. Et cet import en masse, où on allait le taper directement en SQL dans la base de données, mais c'était un peu complexe dans le sens où il y a quand même beaucoup de tables dans la base de données GLPI. Et en fait, il y avait un plugin qui permettait d'importer en masse. Donc on s'est posé la question, ce plugin c'était Data Injection. Et puis on s'est posé la question du pilotage à travers GLPI. Donc on y reviendra peut-être dans les questions. Mais nous on avait fait le choix d'utiliser un petit plugin qui nous permettait notamment de créer des champs qui nous sont propres dans les tables, qui ne sont pas de l'ordre du champ de l'objet informatique, mais des champs qui nous étaient propres, puisque notamment Anaïs et Marie ont beaucoup travaillé sur la nomenclature de notre parc audiovisuel. Donc on a classé par famille, par sous-famille, par type, auxquels parfois on a donné des noms génériques, qu'on a associés à des bâtiments, à des salles, et dans lesquels on a mis des IP admin qui nous permettent en fait, finalement c'est pas vraiment de la supervision, mais quand on a besoin d'intervenir à distance sur un matériel, on a renseigné systématiquement son interface web quand il en dispose, de manière à pouvoir allumer, éteindre et contrôler à distance notre parc. Au quotidien, donc c'est un quotidien qui est assez récent, donc fin 2023, donc on est encore en phase de prise en main. Néanmoins, GLPI, donc comme toute base de données, permet de faire un certain nombre de requêtes. Donc typiquement, des exemples de requêtes, c'est ici savoir quels sont les VP qui sont dans les amphis. Voilà, avec une petite requête assez simplifiée, au lieu d'aller taper du SQL en dur, on a des petits formulaires de recherche qui nous permettent facilement d'aller identifier un certain nombre de choses. On voit donc le fabricant, les modèles, les numéros de série, les numéros d'inventaire, les lieux, les adresses IP. Donc c'est ce champ-là qui nous permet d'aller les contrôler à distance, quoi. Donc ça c'était un peu l'usage premier et quotidien de GLPI dans nos missions, dans les missions des techniciens quotidiennes.
En ce qui concerne le monitoring et le suivi, GLPI permet d'avoir aussi des intitulés qui s'appellent des statuts, donc typiquement des statuts en panne, des statuts SAV, des statuts vol aussi malheureusement, puisqu'on a des vols. Donc ça permet aussi de suivre et de donner facilement des informations de où est ce matériel, et il a un statut, quoi. Donc on sait ce qui a été volé, on sait ce qui est en panne, on sait ce qui est parti en SAV, quoi. GLPI il a une fonctionnalité qui est particulièrement intéressante aussi, qui a un peu orienté notre décision de partir vers cet outil. C'est aussi un outil de ticketing. En fait, GLPI permet de faire des déclarations de panne ou d'assistance, un peu ce qu'on veut. Nous, on l'utilise pour des déclarations de panne. Donc typiquement, à défaut d'avoir tout de suite à l'université un outil de ticketing généralisé pour tous les services, le service ISA a choisi de s'appuyer sur les fonctionnalités de GLPI pour faire des déclarations de panne. Donc typiquement, on reçoit une demande pour un enseignant. Donc il y a quelques commentaires que nous on se met pour le suivi entre collègues. Mais surtout, ce qui nous paraissait intéressant, c'était cette partie-là, c'est-à-dire que là, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est qu'on voit tout en haut, là, il y a un lieu, donc c'est une salle qui s'appelle la LA 387. Dans cette salle, on a un certain nombre de matériel référencé, et à travers des déclarations de panne, on va pouvoir intervenir sur le matériel et le déclarer en panne, déclarer ce qu'on a fait dessus, quoi. Donc ça, c'était un des objectifs aussi, un des outils qui nous manquait vraiment dans le service et qui nous orientait vers GLPI, quoi. Donc on a je vais passer un peu vite, là on a des outils de suivi de panne avec des commentaires, avec des choses à faire ou faites ou terminées, des statuts d'intervention en tout cas. Et on a surtout, comme on vous disait en introduction, on avait besoin de pouvoir planifier tous ensemble des interventions. Donc là, c'est un exemple de planning où on peut voir qui fait quoi dans quelle salle à quel moment. Alors, ce n'est pas tout à fait implémenté avec le planning de gestion de salle qui est encore à côté. Donc, on a encore besoin d'aller vérifier la gestion de salle, à quel moment elle est disponible pour pouvoir programmer une réparation. Mais ça fait partie des évolutions possibles de GLPI. Évidemment, là on a pris un exemple sur les tickets puisque c'est encore en cours de construction, tout le dashboard et tout le monitoring. Mais bon, GLPI assez facilement peut fournir des informations sur une période de temps qu'on choisit, sur des indicateurs qu'on choisit, dans une interface relativement simple et claire. Et puis GLPI, il intègre aussi des parties comptables. Puisque là, comme on peut le voir, on peut y intégrer des budgets dedans, donc là 2023-2024, sur des lignes spécifiques d'investissement, de fonctionnement, et en fait sur ces budgets on va pouvoir remplir la somme qui nous est allouée, et quand on achète du matériel, qu'on remplit les contrats d'achat, les bons de commande, les bons de livraison, les factures, on va pouvoir retirer, on va pouvoir indiquer sur quel budget ça a été pris, donc on aura une vision à un instant bien précis de ce qui a été dépensé, en quoi et combien il reste. Donc ça facilite aussi les aspects suivi comptable et budget. Donc ça c'est en cours actuellement d'implémentation, donc notamment par notre collègue Alain et notre collègue Marie, donc la responsable du pôle infrastructure, qui elle a sa charge la gestion du budget. Donc l'idée c'était aussi qu'elle ait à disposition un outil qui lui permette facilement de faire des rapports d'activité, de faire des suivis. Voilà, donc typiquement là on a un exemple, là, on voit quelques types d'achats qui ont été effectués, les fournisseurs associés. Voilà, on a fait une base de données fournisseurs, une base de données de nos prestataires, et on discutera du marché cet après-midi. Donc ça peut rentrer aussi. Nous, on s'est appuyé sur l'accord cadre audiovisuel de l'université pour pouvoir suivre toute cette procédure et l'intégrer dans GLPI, quoi. Et donc je vous disais, enfin, la partie base de connaissances, typiquement on peut y intégrer quelques
quelques informations relatives à des docs techniques, là, typiquement un Extron, un DMP44, dans lequel on pourrait faire dérouler. Donc ça s'affiche ou en PDF ou dans le format web, en se connectant à distance sur la documentation. Et du coup, c'est une documentation qu'on peut faire évoluer, faire vivre au fur et à mesure de nos interventions. Donc je ne vais pas trop traîner. Parce que donc un peu pour conclure rapidement, GLPI, pour nous c'est un outil qui est récent dans son exploitation, qui est tout le temps quand même en évolution pour l'instant, puisqu'on a pas mal d'idées en tête sur nos usages. Notamment, là pour l'instant le pilotage il s'effectue uniquement, ce qui est déjà pas mal par rapport à chercher un fichier Excel, mais pour l'instant on se connecte à l'interface web. Via le formulaire, on choisit une salle, on choisit un matériel, on clique sur le lien et on se retrouve sur l'interface web Extron, du VP ou autre. L'idée c'est que GLPI peut intégrer un certain nombre de commandes, des commandes DOS ou autres, qui peuvent être directement intégrées dans GLPI, donc à travers du développement spécifique ou des plugins préexistants ou potentiellement des plugins qu'on pourrait faire développer peut-être pas en interne à l'université, mais demander éventuellement à des prestataires ou demander à la communauté d'usagers comment est-ce qu'on pourrait implémenter des nouvelles choses. Donc il y a quand même beaucoup d'évolutions possibles. L'idée de GLPI, effectivement, c'est que ça nous a demandé quand même pas mal de rigueur, de formation, un petit peu de connaissances en base de données aussi. Connaissances en base de données, notamment parce qu'on souhaiterait l'interfacer à terme avec potentiellement d'autres outils. Par exemple, on a un autre outil qui nous permet de gérer le prêt de matériel auprès des étudiants ou auprès des collègues. Et on a choisi de ne pas passer par GLPI parce qu'il ne répondait pas entièrement à nos demandes, enfin à nos besoins. Mais c'est un autre outil qui lui aussi fonctionne avec une base de données, donc on pourrait potentiellement jouer un peu avec les bases de données pour essayer de les interfacer et les mettre en lien, quoi. À l'heure actuelle, il y a toujours un travail qui est effectué sur la configuration des types d'indicateurs qui nous paraîtraient importants à mettre en place, à creuser un peu plus. Et puis, comme on disait, un GLPI, ce n'est pas un outil de supervision à proprement parler, puisqu'on n'a pas une vision claire de l'état de nos connexions web ou autres, par exemple. Et donc, il y a une réflexion sur GVE qui est en cours, qui lui est purement un outil de supervision, mais qui ne répondait pas à nos attentes vis-à-vis de l'inventaire à proprement parler, de la gestion comptable et tout ce dont on vient de discuter. Et donc je passe la parole à nos collègues. Merci Arnaud, merci Anaïs. Du coup, ça fait une transition parfaite pour enchaîner avec Pau. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous êtes prêts, Nathalie et puis Aymeric? C'est bon, vous nous entendez bien? On vous entend, ouais. Est-ce qu'on a bien l'écran? Attends, je vous mets à l'écran. Tac. Hop, je vais partager notre document. Est-ce que vous voyez notre document? Non, pas du tout. Ah, ça y est, c'est en train de charger. Ok, ouais, il n'y a plus qu'à le mettre en mode présentation, puis c'est bon. Moi, ça va marcher. C'est tout bon. C'est bon pour vous? Oui. Je vous laisse vous représenter, puis c'est à vous. Donc, Nathalie Delorme, je suis responsable du service audiovisuel et visioconférence à l'Université de Pau. Aymeric Lenné, technicien audiovisuel. Donc, sur l'outil de supervision de parc qu'on a choisi, donc c'est GVE, donc c'est pour ça que la transition est bien amenée. Pour un peu de contexte universitaire, nous, on a une équipe audiovisuelle et visioconférence de 5 personnes, dont 3 techniciens visioconférence, 2 situés sur le site de Pau et une personne située sur le site Anglet-Bayonne, la Côte Basque. Donc, ce qui indique qu'on a une situation géographique de 5 campus sur 3 départements. On a Anglet, Bayonne, Mont-de-Marsan, Pau et Tarbes. Donc, ça amène un peu de complexité quand on veut gérer un parc audiovisuel et visioconférence. On a environ 13 000 étudiants et 1 700 personnels. Ensuite, au-delà de ça, on a 50 salles, un peu plus de 50 salles de visioconférence
qui sont répartis sur des amphis, des salles de téléenseignement avec une pédagogie active, des salles de réunion et des salles de conseil à plus forte capacité. Donc l'objectif, en fait, sur la base du projet, c'était de surveiller, pareil que Toulouse, soit visualiser, piloter si possible les installations à distance et avoir aussi une remontée d'état du parc audiovisuel. Alors, à partir de ça, on a fait un peu un bilan de ce qu'on avait en matériel, ce qui se faisait aussi sur le marché et ce qu'on souhaitait faire à terme, quoi. Donc, la prise en main à distance, évidemment, proposer des statistiques comme nos collègues de Toulouse pour savoir les utilisations, le fonctionnement aussi des dispositifs, envoyer des alertes mail, ça c'est très important parce que pour une défaillance, alors nous, on est la partie audiovisuelle pure, on est assez minimisé, mais je pense que les techniciens visio en reçoivent un bon paquet à la journée. Et après, ce qui était l'avantage, c'est qu'on voulait pouvoir rajouter autant de salles que possible. Sur l'aspect financier, on a été, après la crise Covid, comme la plupart, on a lancé ce projet en fin 2020, début 2021, et on a pu bénéficier d'un plan de relance qui nous a loué 10 000 €. Donc, à partir de là, on a fait donc un état des lieux des systèmes qui se faisaient. Il y avait Crestron aussi qui faisait des systèmes de supervision, Extron avec GVE. On avait regardé Data Vidéo, je crois, et voilà. Et GLPI, c'est vrai qu'on n'a pas, à l'époque, on n'a pas regardé du tout. Et comme notre parc était essentiellement composé d'Extron, on est parti sur GVE. Donc ensuite, on a eu quelques faux frais à côté pour l'installation, donc une VM Windows et une licence Microsoft SQL Server à 200 €. Pour l'aspect RH de la prise en main de GVE, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie de l'équipe, notamment pour Nathalie, excuse-moi, j'ai l'impression que les diapos défilent pas. Nous, on est toujours sur la même depuis le départ. Je vais peut-être pas la mettre en présentation alors. C'est peut-être moi qui. Ça parce que pour être sûr, parce que nous on a le double écran. Ouais. Là, nous on a. C'est bon, ça va. Faut que tu cliques sur les. Ouais, voilà. Donc ça, c'est les objectifs. Alors oui, le point vous les avez eu. L'aspect financier. Donc c'est ce que je disais. Nous, à GVE, on avait un budget de 10 000. Ça arrive. Ah oui, il y a une petite latence. Avec une VM Windows Server 2019 et une licence. Et pour l'aspect RH, j'en étais ici. Donc, ce que je vous disais, voilà, nous, notre équipe, elle est composée moitié technicien visio, moitié technicien prod audiovisuel. Et donc, elle est assez hétéroclite et on n'a pas tous le même niveau au niveau informatique ou prise en main de ces systèmes-là. Et on a la chance dans l'équipe d'avoir un technicien qui programme, qui est assez autodidacte sur tout ce qui peut être programmation sur Python, recherche d'informations pour automatiser les éléments. Et ça nous a beaucoup aidé parce qu'il a installé, pratiquement tout ça pour installer GVE, ouais. Installé GVE, il a administré la plateforme, il a à chaque fois intégré les salles. Et pour ce faire aussi, donc il a passé 2 formations, niveau 1 et niveau 2, au niveau de Extron. Donc voilà, donc nous on a choisi Extron pour tous ces éléments-là. Et je vais laisser la parole à Émeric. Alors GVE collecte auprès des processeurs de contrôle des informations sur l'état en temps réel du parc audiovisuel. C'est-à-dire que le processeur va être relié à tous les équipements de la salle, le vidéoprojecteur, éventuellement les matrices audio, vidéo. Et GVE ne va pas parler aux équipements eux-mêmes, il va parler au processeur et il va régulièrement collecter auprès du processeur l'état des périphériques qui y sont connectés. Donc il peut nous dire si les périphériques sont allumés, par exemple dans le cas des VP, et on peut aussi éventuellement, entre guillemets, détourner le fonctionnement, à savoir que par exemple, sur un codec de visio, je peux avoir un bouton Power qui s'allume quand la visio est en communication et utiliser ce même bouton Power pour raccrocher la visio.
c'est du détournement. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est que GVE nous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités du driver qui est utilisé dans la programmation. C'est-à-dire que dans la programmation, je peux juste faire appel à certaines fonctions simples du genre allumer, éteindre et aucune autre. Néanmoins, GVE me permettra d'avoir accès à toutes les fonctionnalités, y compris celles que je n'utilise pas. C'est-à-dire que je n'ai en quelque sorte plus besoin de me pointer dans une salle avec une télécommande quand je veux faire un réglage. En principe, ce panneau GVE y accède totalement. Alors, il permet aussi de faire des statistiques. Par exemple, là, on a une prévision de la consommation énergétique sur les différents sites pour cette semaine. Alors, faut faire un petit peu de travail humain en amont, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas, lui, la consommation des appareils. Ça, il faut le rentrer à la main. Sachant que ça ne concerne que les dispositifs les plus énergivores, à savoir les affichages. Je n'ai pas de décompte de la consommation, par exemple, d'une matrice vidéo. Il aurait fallu que tu le rentres, si tu voulais une décompte de la matrice. Et non, je ne l'ai pas du tout. Ah, tu ne l'as pas du tout. Non. Et enfin, ça permet de planifier des fonctions qui sont récurrentes, du genre extinction de toutes les salles à minuit, par exemple. Et là, vous avez ce qui se passe en fait le lundi matin, c'est-à-dire que toutes les salles sont éteintes à minuit, et à 1h du matin, je reboot une partie des visios du parc. Et alors, nous avons GVE, nous utilisons aussi un service qui s'appelle Zabbix, qui fonctionne alors un petit peu comme GLPI sur les fonctionnalités d'inventaire, mais on ne se sert pas de cette partie-là, on se sert surtout de la partie SNMP. Le SNMP, c'est une très vieille technologie qui date de la fin des années 80, début 90, et qui est particulièrement répandue sur tout un tas d'appareils. On le trouve sur des vidéoprojecteurs, on le trouve sur la plupart du matériel Extron qu'on utilise, ça se trouve même sur des PC, ça fait vraiment tout un tas de choses. Ça permet de surveiller des NAS. Et Zabbix surveille en plus GVE. Ce qui est avantageux pour nous, parce que le serveur Zabbix, je peux configurer toute ma partie de surveillance SNMP. En revanche, je ne l'administre absolument pas. Donc, si je deviens complètement fou, par exemple, GVE pourrait tomber, Zabbix resterait toujours en fonction. Ce qui nous garantit d'avoir au moins constamment, sauf énorme pépin d'infrastructure, toujours quelque chose qui surveille nos appareils. Et voilà, pour une présentation assez globale de GVE. On ne vous entend pas, on a vu applaudir, mais on n'a pas le son. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie et Émeric. Je voulais vous remercier pour la qualité de tous les quatre de vos interventions. On va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions en salle? Parce que sinon, j'en ai quelques-unes, moi. Vous êtes tous timides? Vous avez tout compris? Je vais commencer, peut-être. J'en ai une qui concerne GVE et GLPI. Du coup, on a pris là sur GVE qui avait possibilité d'alerte mail, donc d'avoir de remonter par les mails. Sur GLPI, vous n'avez pas de remontée automatique s'il y a un souci. Tiens. C'est bon. Ok, 1, 2. Si GLPI, il offre aussi des fonctionnalités d'envoi de mails automatique ou autre. À l'heure actuelle, je ne crois pas que ce soit implémenté pour l'instant. Mais ça pourrait effectivement
Alors pas des alertes comme GVE, puisque GLPI ne va pas tester, mais encore, après on n'a pas les compétences de développement pour le faire, mais on pourrait effectivement mettre des routines de test, ne serait-ce que des pings vers du matériel en routine dans GLPI, et qui après ferait remonter un rapport, et en fonction de la réponse du ping, enverrait un mail automatique. C'est des choses qui peuvent être... c'est l'avantage de GLPI, c'est que si on est capable d'aller faire du développement, on peut développer globalement ce qu'on veut, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions qui arrivent en salle? Non, toujours. Si, là-haut. Hop, je monte. Tac. Bonjour, je suis Jean-Baptiste de l'université Paris-Saclay. Moi, j'ai plus l'habitude de gérer des parcs en termes de location, plutôt la partie prêt que GLPI n'a pas l'air de traiter. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire différemment, la partie prêt par rapport à GLPI? Et je voulais savoir surtout quelle était la différence face aux solutions payantes type Rentman, etc., qui sont la même chose mais payants. Et qu'est-ce que ça vous aurait permis en plus ou en moins? D'autre part, j'ai pour habitude de différencier un peu la partie contrôle du matériel et inventaire du matériel. Pour moi, c'est un peu deux choses différentes. Quel a été, ça a été quoi le leitmotiv pour rassembler les deux, quoi, pour se dire on va avoir un outil qui va nous permettre les deux? Merci. Alors, sur la partie, pour répondre à ta première question, nous on a regardé effectivement, GLPI peut gérer du prêt à travers un plugin qui s'appelle Réservation, mais qui était globalement assez sommaire par rapport aux besoins qu'on a. C'est-à-dire nous on a aussi un parc qu'on met au prêt, des étudiants ou des collègues ou autres, qui n'est pas forcément ramené à temps, ou sur lequel on doit contrôler le retour aussi. Est-ce que c'est complet, est-ce que c'est en bon état, est-ce qu'il y a eu des dégradations ou autres. Et en fait, GLPI, le plugin de réservation de GLPI ne permet pas du tout d'avoir ça. C'est-à-dire on cherche un matériel, on ne sait pas où il est, d'aller savoir quel est le dernier emprunteur et à quelle date et à quel moment il aurait dû être restitué. C'était toute une gymnastique de développement spécifique d'un plugin qui avait déjà été développé. Donc on a choisi de partir sur une solution qui est Robert, qui est une solution payante, mais qu'on peut héberger chez nous par contre. Parce qu'on a testé, on a eu pas mal de démarchages autour de solutions de prêt de matériel. Et en fait, beaucoup sont hébergés sur des serveurs hors université, sur lesquels on n'a pas la main. Donc nous, on a choisi Robert. Donc ça fait effectivement doublon, puisqu'on a du matériel qui est dans la base de données GLPI Inventaire et du matériel, le même matériel qui est dans le logiciel, avec aussi une base de données dans le logiciel de prêt. Mais ça fait partie des évolutions possibles, que se dire que ces deux bases de données finalement les contiennent les mêmes objets, on pourrait assez simplement faire une passerelle. Et je pense que c'est un peu l'idée aussi à terme en fonction des ressources techniques et humaines ou financières qu'on pourrait avoir pour faire cette passerelle, quoi. Par rapport à ta deuxième remarque sur pourquoi on n'a pas distingué effectivement l'inventaire du pilotage, c'est ça, hein, parce qu'en fait nous on trouvait plus simple finalement de pouvoir... en fait l'avantage de GLPI c'est qu'on peut gérer des rôles assez facilement, on peut avoir des rôles d'admin, super admin, d'utilisateur, ou créer carrément des rôles comme on le veut, avec un certain nombre d'accès ou non à des objets GLPI ou à des fonctionnalités. Donc typiquement, on pourrait choisir, nous on est tous, tout le service sont des personnes qui sont amenées à intervenir à distance sur le matériel. Donc on n'a pas bridé évidemment les accès pour les collègues du service sur les aspects pilotage. Mais par exemple, la gestion comptable, on pourrait choisir de la restreindre uniquement à la responsable de service et son adjoint. Le pilotage, on pourrait se le garder pour nous, mais l'interdire à la DSI, par exemple. Voilà, après, on peut jouer un peu avec ça, hein, mais ça ne serait pas forcément bienvenu. Mais dans l'idée, on peut se configurer nos accès un peu comme on les veut. Donc finalement, ce n'était pas si contraignant de tout mettre dans la même boîte. Et au contraire, nous, on avait l'idée de pouvoir tout réunir ensemble, quoi, pas passer d'un logiciel à un tableur et autres, quoi. Donc c'est pour ça que ce choix, ça a aussi motivé notre choix, quoi, de pouvoir tout mettre ensemble, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, il y a un micro qui arrive.
Ça arrive. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je sors pas du tout. 1, 2. 1, 2. Nickel. Moi, ma question, c'était par rapport à GVE. Donc, c'est une solution qu'on a aussi de notre côté à l'université de Brest. Et ma question, c'était de savoir si vous aviez une expérience au niveau de l'importation de contrôleurs tierce partie. Parce que j'ai vu que c'était une possibilité, mais concrètement, si j'ai bien compris, il n'y a aucune possibilité de remontée d'informations si on importe des tierces parties, quoi. Donc c'est uniquement sur de l'Extron qu'on a cette remontée d'infos. Alors, nous n'avons pas d'expérience sur l'importation de contrôleurs tierce partie. Je dispose de la documentation. Alors, on a quelques contrôleurs en Crestron. Disons que ça demande, y compris pour Crestron, de faire carrément de la programmation. Je ne sais plus quel est le langage que ça utilise. Je crois que c'est une espèce de C# pour Crestron ou quelque chose dans le genre. Donc, c'est un jouet pour développeurs. Mais purement théoriquement, il y aurait quand même moyen à ce compte-là d'avoir une remontée d'infos, même avec du Crestron, si on parle très concrètement. Je pense, oui. Ok, merci. Mais pour nous, sur notre ensemble de salles, on a 2 salles en Crestron et le reste en Extron. Donc, on ne s'est pas trop penché plus que ça sur la question. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Moi, j'en avais une justement. Vous avez un peu benchmarké, vous avez vu Crestron, data vidéo. On a un peu eu la réponse sur ce qui a dicté votre choix, en fait. Déjà, le fait que vous ayez un parc Extron, mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui ont dicté votre choix à part celui-là? Les formations. J'ai été formé par Extron à la programmation des processeurs de contrôle. C'est plus ouvert, Extron. Ils donnent accès à leur doc par rapport à du matériel Crestron qu'il faut être intégrateur et faire les formations Crestron. Alors c'est possible, mais c'est beaucoup plus fermé. Alors qu'Extron donne facilement accès aux documentations, au paramétrage. On a un contact aussi sur Extron. Après, comme tu le disais, on discutait, ils peuvent nous couper l'accès à tout moment. Voilà. GLPI, c'est du logiciel libre, donc c'est possédé entre guillemets ad vitam aeternam. Pour ce qui est de Extron, le fait de programmer n'est pas un droit, c'est un privilège. Donc ça peut tout à fait m'être confisqué. Ouais. Ok, merci pour la réponse. On n'a plus de questions, je pense. Avant de passer la main à l'autre table ronde, j'ajouterai par rapport à ce que tu dis. En fait, il y a un outil qui va sortir, qui promet de faire tout. On a eu une démonstration, nous, à l'Université de Rennes et avec Ancia aussi. D'ailleurs, la question se pose peut-être de vous faire une présentation plus globale dans un webinaire. Il y a Manganelli qui développe un outil de supervision qui s'appelle Zebrix, si je ne dis pas de bêtises, qui est basé sur leur système de gestion d'écran. Et ils promettent de prendre tant du Crestron, du Extron, enfin tout. Donc à voir. Il y a ça qui va arriver sur le marché. Il y a Kramer aussi. Kramer propose aussi. Oui, il y avait une démonstration, il y avait une webconf mardi dernier matin qui présentait leur solution Kramer. Et Manganelli nous a proposé la solution Kramer. Donc voilà. Donc, ils vendent même pas leur solution. Ouais. Et donc il y a cette solution, mais bon, ils n'avaient pas de version de démo. C'est un peu obscur en fait. Je pense que les intégrateurs ont vraiment du mal à développer des solutions multimarques, on va dire. Par contre, GVE, ils sont que sur de l'Extron, donc eux c'est tranquille, ils font ce qu'ils savent faire. Et les autres, après, ils ont plus de mal à avoir accès aux data, aux informations en multimarque, quoi. Ils sont obligés de créer des plugins spécifiques pour chaque matériel. D'où la problématique. Mais après, il y a le SNMP qui est intéressant pour les appareils compatibles, pour la remontée d'informations.
Ouais. Ok. Eh ben, merci. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Encore remercier Nathalie, Aymeric, Arnaud et Anaïs pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée.